podcast. Bienvenue à Plan Large, le podcast. Salut Myriam. Allô, Martin. Hey, premier épisode aujourd'hui. Oui. Excitant. Excité? Oui, mais dis-moi que c'est weird. C'est vrai. Alors, je veux dire fébrile. Oui, très fébrile. Fébrile. Qui on reçoit aujourd'hui, Myriam? Dis-moi, pour lancer le tout. On reçoit un grand coup de cœur, en fait. On reçoit un invité, un acteur, un homme exceptionnel qui a commencé sa carrière très jeune. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. On va parler de comment starter une carrière jeune et essayer de la faire perdurer avec le temps. Alors, mesdames et messieurs, Anthony Thérien! Oh mon Dieu! Applaudissements de studio allô. tout petit. Hey, bravo! Allô. Je vous applaudis, je vous applaudis, vous. Hey, mais nous aussi. Merci d'être là. Merci de me recevoir. Première Allô, question, Anthony. C'est excitant. Comment tu vas avant de parler? Hein? Avant de rentrer dans Dans le vif du sujet, C'est là, ça. dans le haut. Ouais. Ça va bien. Ouais. Ouais. Ça va bien. En forme en ce dimanche matin. Je me sens bien. C'était un automne qui était le fun, occupé. Oui, Plus occupé qu'on pensait que ça allait l'être au début de l'année, qu'on a vu comment l'année se goupillait, je pense, pour beaucoup de monde dans notre industrie. Puis finalement, les étoiles se sont alignées, comme on dit. T'avais-tu peur de ça, justement? J'étais vraiment en paix avec ça. On dirait que l'année passée, à l'automne de l'année passée, donc l'automne 2023 en réalité, je me disais, OK, ben tu sais, clairement, 2024, je pense, risque d'être difficile pour beaucoup d'acteurs, beaucoup de gens dans notre industrie, point. Puis je m'étais dit, tu sais quoi, en 2024, j'ai eu 3 bonnes années avant où est-ce que j'ai eu la chance de comme, travailler beaucoup. Fait que j'étais comme, si j'ai pas beaucoup de contrats ou pas de contrats en 2024, j'ai fait ma paix d'avance avec ça en me disant, c'est aussi un peu la réalité qu'on traverse en tant que comme pigiste. On n'a pas toujours le choix de quand on travaille et la quantité non plus de travail qu'on a. Fait que j'étais un peu en mode, 2024 sera tranquille ou inactif, mais je trouverai un moyen de comme... Et finalement, pas du tout. Et finalement, pas du tout. Ce qui est fabuleux qu'on remercie Ce qui est le ciel. génial. Ben, des c'est fois, important. les trucs se pointent, on auditionne et ça fonctionne, puis on est content. C'était-tu la première fois que ça t'arrivait dans ta carrière, ça? Une Non. espèce de peur de « je vais-tu avoir Une quelque tranquillité? chose? » Non, ça m'est arrivé quand même plusieurs fois. On dirait qu'il y a quand même une partie de moi qui a très tôt comme appris à laisser aller, je pense, puis à réaliser qu'au final, on peut donner le meilleur effort et comme être assidu et concentré et comme dévoué dans notre travail, mais qu'il faut aussi s'en remettre un peu au rouage de ce que notre industrie requiert de nous, c'est-à-dire de réaliser qu'on n'a pas vraiment de contrôle non plus sur les opportunités qui se présentent, ou plutôt sur la quantité d'opportunités qui se présentent et comment nous, on peut ensuite aller en audition, faire ce qu'on a à faire, puis après se laisser aller sur Mais moi, j'ai une question. J'aimerais ça qu'on commence du début. Début. J'adore. Du début de ta la vie, jeunesse. Toi, En dans le fond, 97. t'es né T'es né en en 97? Juste après la crise du verglas. Dieu Jésus. J'haïs tout. Moi, la crise du verglas, non seulement je l'ai vécu, mais j'avais une caméra, je l'ai filmé. Là, No dire l'âge way! que j'avais. Oui. T'étais-tu dans le noir, pas d'électricité puis tout? Pour vrai, t'as vécu Oui. ça? Ah, tu l'as pas vécu, toi? Ben, moi, j'habite à Québec. Fait que, ouais, non, c'est ça. Non, moi, je l'ai vécu. Ok. Oui. J'ai tout vécu ça. Mais c'est exceptionnel. T'as peut-être filmé à un moment quand je suis né. Bon, j'étais pas là dans la vidéo, mais tu comprends ce que je veux dire? J'haïs je suis... Mais bref, t'es né dans le froid et Je suis né dans le froid. Je suis né dans le froid à Sainte-Justine. Et c'est Je sais ça, pas où mais... est-ce que ça a voulu là. Non, mais j'ai grandi à Charlemagne. J'ai grandi à Charlemagne. Puis, tu sais, je pense que ma carrière, avant d'être une carrière, était surtout plus un intérêt pour le jeu, pour la scène en général. Très tôt, je pense que j'aimais ça performer, j'aimais chanter, danser, jouer, tout ça, ça me parlait beaucoup. J'aimais être devant un public, en fait. Ok. T'avais quel âge? Genre 4-5 ans, mettons? Ça Non, un petit peu plus vieux que ça, mettons, genre 7 ans, 7-8 ans, dans ce coin-là. Puis ça, c'est l'aspect genre école primaire. Puis il y avait aussi les ateliers de jeu côte à côte qui est une compagnie dans la Je Naudière. connais. Puis ils faisaient des ateliers de théâtre à mon école. Je m'étais inscrit à ça. Puis je participais. J'ai fait ça pendant comme 2-3 ans. Et là, arrive à la fin du primaire, arrive à l'époque de dire il faut qu'on fasse un choix pour le secondaire. Puis, Donc, vers 11 ans? ouais, vers 10-11 ans, ouais, exactement. Puis j'étais comme le secondaire, moi, j'aimerais ça pouvoir aller étudier dans un programme d'art dramatique parce que j'aime beaucoup ça, jouer. Et là, j'étais comme... mes parents étaient super ouverts d'esprit avec ça. J'ai un peu briefé ma mère. C'est une histoire que là, je dis, je la raconte tout le temps. À chaque fois, je la raconte pour préciser que tout le monde est au courant du fait que je raconte cette histoire-là tout le temps. Mais
Quand j'avais comme 10-11 ans, mes parents, on était partis en voyage avec mon frère, puis mon père et ma mère, et la famille ensemble, bref. Et j'avais comme pris ma mère de côté quand on était sur la plage. J'ai fait « Maman, est-ce qu'on peut aller prendre une marche? J'aimerais ça parler de mon avenir. » Mon Dieu, t'avais 11 ans? Ben, drama queen dès le départ. Hey, moi, je jouais avec des autos à 11 ans. J'étais pas pantoute à la même place que toi. Moi, j'étais en mode maturité. « Où c'est que je veux être dans 15 ans? » Wow. Et là, ma mère avait fait « Sure. » Fait qu'on est allé prendre une marche, puis j'avais dit « Ah, j'aimerais ça être comédien, j'aimerais ça jouer. » Puis elle était comme « OK. » Cauchemar de tous les parents. non, je rigole, mais elle s'est dit « OK, d'accord. » Mais évidemment, en priorité doit toujours être les études, juste pour Au cas où. aussi donner une structure, je crois, qui est définitivement nécessaire, je crois, aux jeunes acteurs en général de continuer à étudier et de continuer à être assidus à l'école. Autant pour l'aspect social que l'aspect, je veux dire, juste éducationnel. Là, Mm-hmm. Et j'avais fait oui, d'accord, pas de problème. Moi qui avais toujours eu un certain amour et une certaine aisance à l'école, c'était pas une difficulté pour moi de faire ça. Et là, quand il est arrivé le temps de faire un choix d'école secondaire, je me suis inscrit à comme quelques écoles qui avaient des programmes en dramatique. Deux, pour être exact. Quelques deux, voilà. Quelques avec un S, ça compte. Oui, mais ça compte, ça Oui, marche, ben, c'est c'est correct. plus Non, vous voulez jouer technique, on va jouer technique. Ça compte. Finalement, j'ai décidé d'aller à l'école Armand Corbeil à Terrebonne, qui avait un programme en dramatique qui n'existe plus malheureusement. Ah, poète. Ouais, triste. Mais j'ai fait donc mes 5 ans en dramatique à Armand Corbeil. Mais à ce moment-là aussi, quand c'est la fin du primaire, début du secondaire, mes parents m'ont inscrit dans les auditions pour des agences. C'est là que je suis entré dans la première agence avec laquelle j'ai été, qui était l'agence Audace à Repentigny, qui n'existe plus maintenant. Il y a encore les productions Audace, mais le côté agence a fermé. Est-ce que tes parents avaient des contacts dans le milieu ou 0? Aucun. T'es parti vraiment de Mon rien, père a travaillé en base. assurance toute sa carrière. Okay. Ma mère était comme office administrator, comme adjointe administrative pendant des années. Pendant 33 ans dans la même compagnie. Tu sais, comme aucun pied dedans. Ça a plus été une espèce de, je pense, concours de circonstances de... C'était une agence qui recrutait. Je rentrais dans le profil, puis j'avais clairement une aisance devant la caméra. Fait que pour eux, c'était comme un no-brainer de Ça C'est m'engager. cool qu'ils aient pu t'aider à travers le fait qu'il n'y ait pas de contact. Mais ils 100%, ont puis fait je leur pense, chemin. tu sais, je veux dire, je peux pas souligner à quel point ça a été un privilège gigantesque d'avoir des parents disponibles et ouverts d'esprit par rapport à ça, parce qu'il y a beaucoup de jeunes que les parents feraient « haha, trouve une vraie job », puis on pourrait pas les blâmer nécessairement parce c'est méconnu quand même. Mais je pense qu'il y a l'aspect aussi de comme, moi j'ai des parents qui avaient une certaine flexibilité dans leurs emplois qui leur permettait d'aller me porter sur des plateaux, même pour une figuration, là, tu sais, moi, je me rappelle T'as fait de la figuration? Oui, mais moi, en fait, l'agence avec laquelle j'ai commencé, moi, je veux dire, j'étais un jeune parmi tant d'autres, et comme on commence tous par là, mais il y a beaucoup de gens qui commencent par là, puis, tu sais, quand moi, j'ai commencé, c'était de la figuration... sur tactique, sur à ce moment-là, à l'époque, je pense que j'ai déjà fait de la figuration sur Virginie avant que ça soit 30 vies. C'était... Mais peut-être, mais pour vrai, tu sais, puis dans le sens où tu sais, ces figurations-là, on parle d'une journée où est-ce que tu sais, ma mère, mettons, prend 1 ou 2 heures dans sa journée le matin pour venir me porter très tôt à comme Radio Cannes ou venir me porter à, peu importe, au studio où est-ce qu'on tournait, puis des fois, sur certains projets, ils demandaient est-ce qu'il y a un parent qui accompagne les jeunes pour X, Y raison, puis ma mère m'accompagnait, tu sais. Fait que ça a été quand même un privilège énorme d'avoir des parents qui pouvaient m'accompagner. Mais tu dirais-tu que la carrière que tu as aujourd'hui, elle aurait été possible si tes parents n'avaient pas été aussi présents quand tu étais jeune? Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu penses qui aurait changé? Sincèrement, je le sais pas. C'est pas, OK. Tu sais, je veux pas dire que c'est une nécessité absolue, dans le sens où, mettons, je suis certain qu'il y a des gens qui n'ont pas nécessairement eu la chance que j'ai eue avec mes parents, qui peuvent ou qui ont réussi. Mais ça l'a aidé. Mais dans mon coin à moi, tu sais, moi, je venais de la Rive-Nord aussi. Je sais pas, dans le coin de Montréal, donc c'est une variable de plus quand même, parce que le transport, tous les tournages se font dans Montréal et autour de Montréal, donc, en tout cas, la grande majorité. Fait que ça fait aussi que, comme, si j'ai pas un parent qui peut me transporter, je me rends pas là. À 11 ans, à 10-11 ans, je vais pas prendre le transport en commun de Charlemagne pour aller à Repentigny, pour aller à Honoré-Beaugrand, pour aller à Radio-Canada. Dans le sens, Effectivement. C'est un voyage en fait, soi. Probablement que j'aurais pu, mais je l'aurais pas fait. Check-in comme j'étais encore moins.
Fait que, Hey, à 11 ans aussi, je veux dire, sérieux, c'est jeune. Là. Pour moi, dans Ouais. mon parcours à moi, ça aurait été impossible sans mes parents. Et puis je le sais, puis ils le savent, je leur ai dit, puis s'ils regardent ça aussi, écoute, je leur répète, c'était nécessaire dans mon cas à moi, puis j'en suis éternellement reconnaissant. Puis pour la figuration, comme je vous disais, il fallait quand même qu'ils viennent me porter le matin, puis qu'ils viennent me chercher le soir, ou en tout cas, à un moment donné, j'ai commencé à prendre le métro, puis ils venaient me chercher entre les deux, mais quand même. Sauf que à un moment donné, je commençais à auditionner pour des projets parlés, des rôles, après avoir fait des rôles muets à gauche à droite ou des rôles d'une ligne, peu importe. Puis à un moment donné, il y a une audition pour le film Le Torrent de Simon Lavoie qui s'est présenté. Puis, bon, déjà pour les auditions, ça aussi, des fois, c'est en milieu de journée. Fait que bon, il fallait que les parents viennent transporter tout ça. Mais j'ai décroché le rôle, youpi. Premier rôle dans un film. C'est incroyable. C'est formidable, mais C'est super. Tu devais triper. Incroyable. Moi, je capotais. Puis en plus, c'est un film d'époque. Moi, une des choses qui m'a intéressé dans le cinéma en général, c'est les timepieces. Pour moi, c'est comme à travers les costumes, à travers la DA, la direction artistique, à travers tout ce qui a un lien avec changer notre apparence et ou l'apparence de ce qui nous entoure. Pour moi, c'est aussi quelque chose qui m'intéresse full. Un voyage dans le temps gratuit. Exactement. Fait que, tu sais, Youpi, un premier film qui est un film d'époque. Mais la majorité des films d'époque ne se tournent pas dans Villeray. Donc, on tournait ça à la chute, tu sais. Okay. Et là, genre 12 jours de tournage. Je vois juste PJ qui est brisé. Ça, la personne au son en ce moment est cassée. Mais c'est vrai, mine de rien. Oui. Et donc, ce film-là se tournait à la chute. Et là, dire à mes parents, pas dire, mais mes agents à cette époque-là, tu sais, Sylvie et Sylvie, de Sylvie qui travaillent ensemble, qui était super, étaient comme, ben là, tu sais, ça, dans le fond, le film est à la chute, c'est comme 12 à 14 jours de tournage pour un premier film et tout ça. Puis, tu sais, vu qu'il est mineur, il faut qu'il y ait quelqu'un avec lui en tout temps, tu sais. OK. Et là, mes parents de faire comme, d'accord. Mais ça, c'était-tu un lead ou c'était un premier rôle ou c'était un troisième? C'était le lead, c'était comme le personnage principal dans sa jeunesse. Ah oui, ok. C'est comme moitié du film, puis l'autre moitié, c'est le personnage adulte qui était... toi. Ouais, exact. OK, fait que c'est... Ouais, okay, exact. Fait que tu sais, c'était comme... Tu sais, c'était un gros rôle, truc, puis ça, c'est ça, c'est que quand j'étais sur le plateau, j'étais là toute la journée, puis on tournait à la chute, puis des fois, c'était comme 2-3 jours de suite, fait qu'on dormait à la chute, puis tu sais, c'est comme... C'était quand même un gros truc, fait que d'avoir pu... Puis c'était majoritairement ma mère parce qu'elle avait plus de flexibilité avec son patron puis avec l'emploi que mon papa en avait. Mais concrètement, sans mes parents à cette époque-là, c'est impensable. Puis sans ce projet-là, j'ai pas la lumière qui me permet d'accéder à d'autres projets par la suite ou à d'autres auditions par la suite. C'est comme... C'est ta porte d'entrée. Là. 100%. C'est le premier domino, là, en quelque sorte. Là, fait que c'est comme... C'était essentiel. C'est pour ça que je dis que c'est essentiel. Mais là, 12 à 14 jours de tournage, c'est beaucoup de sous, là. Je veux dire, pour un jeune de... T'avais quoi, 11 ans à ce moment-là? Ouais, j'avais 12 ans, je pense. 12 ans? Fait que, tu sais, comment on gère ça, mettons, tant d'argent à un si jeune âge? Mes parents ont été très smart là-dessus. Ils ont investi dans les maisons immobilières? Ben, pas l'immobilier per se, mais ils ont eu le réflexe de dire, bon, ben, donc clairement... tu sais, dans le sens où parce que j'imagine que c'est le réflexe de la majorité des parents, mais dans mon cas, ils ont vraiment dit ce n'est pas notre argent. Et déjà, c'est très gentil. C'est une victoire en soi. Merci. Mais ils ont, parce que pas tous les mêmes acteurs qui ont ce privilège. Non, exactement. On a Macaulay Culkin. Exact. C'était une autre histoire d'horreur. Et Jordi. Oui, aussi. On aime beaucoup tes parents. On les aime. Sont bien corrects. Oui. Puis, dans le fond, je pense que mes parents avaient déjà un conseiller financier à cette époque-là, ou en tout cas, bref, ils travaillaient déjà avec des gens qui géraient un peu leurs économies, puis ça. Puis, ils m'ont fait rencontrer ce monsieur-là, qui est un homme avec qui je suis toujours en affaires, d'ailleurs. C'est toujours ton conseiller financier. Absolument. Mais absolument. Oui, on t'a vu grandir. Exact. Ton portefeuille aussi. Exact. À son grand bonheur et au mien. Voilà. Mais, puis, il m'a expliqué, OK, donc, quand on prend des sous et qu'on les investit et l'intérêt composé, X, Y, puis j'étais comme... Je comprends rien. Je comprends la moitié ou le tiers, tu sais. Mais ce que je comprenais, c'est, en gros, on met de l'argent de côté pour toi. L'autre, une partie de l'argent, on va la mettre disponible pour toi. Tu sais, à 12-13 ans, je rentre au secondaire.
je voulais avoir une carte débit pour pouvoir aller genre au DEP, au lunch, puis tu sais, whatever, là. Puis ma mère, mes parents en général, je veux dire, ils ont toujours été très comme, c'est ton argent, on va t'en mettre une partie disponible, c'est sûr et certain. On veut être intelligent dans comment on la gère. Puis très tôt, moi, je pense pas que j'avais nécessairement une mentalité de je veux dépenser, puis je veux 1 million d'affaires. J'ai toujours eu pas mal, tu sais, ce que je voulais dans le sens où est-ce que mes parents ne vivaient pas de façon très riche, mais ne vivaient définitivement pas dans la misère. Donc, pour moi, j'avais pas besoin, j'étais pas en mode je veux tout dépenser mon cash. Fait qu'ils ont comme géré cet argent-là pour moi. Puis ça a fait que j'ai pas eu à me soucier de comme ces petites dépenses-là pendant mon secondaire où est-ce que j'étais, tu sais. Mes parents avaient quand même instauré une espèce de classique à la maison de comme OK, tu sais, tout le monde a une responsabilité dans la maison pour nous responsabiliser, mon frère puis moi. Fait que c'était comme OK, Anto, toi, tu t'occupes de telle affaire, puis c'est 10 $ par semaine, tu sais, puis des trucs comme ça, tu sais. Puis malgré le fait que je faisais déjà de l'argent, tu sais, mais responsabilisé aussi chez 100%, toi. tu sais. Fait comme la structure venait quand même de mes parents et de leur désir que ça fasse pas comme OK, là, c'est un petit jeune de 12 ans qui a 10 000 $ de disponible dans ses poches puis qui capote, là, dans le sens où c'est tellement d'argent, là, à cet âge-là. Ah ouais, c'est énorme. Fou, là. C'est énorme. T'as 100 $ à 12 ans puis t'es comme Dans ta carte de je Noël. suis Bill Gates. Oui, c'est ça. C'est comme mais ouais, fait que là-dessus, j'ai la chance d'avoir encore une fois c'est mes parents. Tes parents qui t'accompagnent là-dedans. Vraiment. Puis au secondaire, quand on devient une vedette, quand même rapidement, parce que, tu sais, je veux dire, veux pas 12-14 jours de tournage, après ça sort, les gens peuvent te voir. Est-ce que le regard de tes amis, ta famille, ça a changé? Comment te composer avec ça? Parce que, tu sais, quand on est jeune, ça peut monter à la tête, même quand on est vieux, ceci dit. Là. Ouais, c'est clair. C'est drôle parce que, tu sais, c'est comme été une bonne chose. Ce film-là, Le Torrent, c'est un film indépendant. C'est pas un gros blockbuster. C'est une adaptation d'une nouvelle de Anne Hébert. C'est le premier long-métrage solo de Simon Lavoie. Je crois que son premier ou deuxième. Je vais pas dire n'importe quoi. En tout cas, c'est un de ses premiers films. Fait que, tu sais, c'était quand même un film qui a été peu vu en salle. Puis c'est comme une bonne chose, je pense, dans mon développement en rétrospective, que ça n'a pas été un film qui était genre un gros film. Parce que, dans le sens, je pense pas que j'ai une nature qui est nécessairement non plus très cocky, superstar ou peu importe. Hey, mais zéro. Merci. Moi, je te connaissais pas, mais je trouve. Non, c'est pas vrai. Toi, tu trouves que je suis un trou de cul, je le vois dans tes yeux. Non, je sais que tu m'haïs, puis c'est pas grave, on va régler ça tantôt. Mais ça a fait que, tu sais, quand je disais à mes amis, je m'en vais en tournage, ils étaient comme, d'accord, sur quoi? Puis j'étais comme, Le Torrent de Simon Lavoie. Puis ils étaient comme, c'est quoi? C'est ça. Fait que, tu sais, c'était comme, il y avait pas d'attention sur ce projet-là. Fait que pour moi, c'était plus une affaire, c'était pour moi que c'était trippant, tu sais. Ouais. Puis après ça, j'ai commencé. Corbeau. Corbeau, c'était un peu après, mais mettons, au début de mon secondaire 1 et 2, j'ai décroché mon premier rôle dans une série qui était dans Destinée à TVA. Et ça, Destinée, c'était quand même pas mal regardé. Ouais. Et c'est là, je pense que j'ai comme commencé à réaliser de comme, OK, les gens regardent ça à la maison. Ouais. Puis moi, je regardais pas vraiment de téléromans. Tu sais, j'ai toujours été très, Télétoon, Évrac TV, là, tu sais, qui était comme pour les jeunes. Mais ça a juste fait que ça a été comme assez progressif quand même, cette espèce de comme... Puis ça l'est toujours. C'est ça qui est drôle, c'est que ça a tellement été... Ça a été relativement linéaire, là, à part dans les 3 dernières années. Très linéaire, cette espèce de... des gros guillemets là-dessus, là, gain en notoriété, là. Mm-hmm. Dans le sens où, parce que pour moi, ça a été comme très progressif dans OK, Destinée, c'était regardé, mais j'étais aussi, je sais pas, un des leads, j'étais un des personnages qui avait une quête dans l'histoire. Puis je me joignais au cast d'une série qui existait déjà depuis quelques années. Puis, tu sais, je pense que ça a été, mettons, peut-être un gain de notoriété avec le public, mais plus petit, mettons, par rapport à l'industrie comme telle. Et là, quand je suis en secondaire 3, là, j'ai décroché un rôle dans Corbeau de Mathieu Denis, qui est un film sur une des premières cellules du FLQ dans le milieu des années 60. Puis ça m'a donné plus une espèce de plateforme dans notre industrie où est-ce que, tu sais, justement, ça a été un film qui a été bien reçu par le public, par le festival, puis tout ça. Fait que je pense qu'il y a quand même eu des yeux sur ce projet-là. Puis ça a permis, je pense, aux gens qui me connaissaient pas de faire comme OK, ce visage-là, il est nouveau, on remarque, mettons, cette personne-là, ou peu importe. T'sais. Mais Corbeau, c'était vraiment bon. Moi, je me souviens quand j'ai vu la bande-annonce au cinéma, j'ai capoté puis j'étais comme, pourquoi j'ai pas auditionné pour ça? Mais genre, j'aurais jamais été aussi bonne que Carrie. Mais c'est ça qui est fou, c'est que les 2 premiers films que j'ai faits, c'était des films d'époque. Ce qui est toujours, tu sais, ce qui est comme...
comme jeune homme, comme petit gars, c'était tellement trippant. Puis Corbeau, c'est milieu des années 60. Il y avait quelque chose de très comme... pour moi, ça n'existe qu'exclusivement en film. Là. Dans le sens où j'ai pas de photos. J'ai pas vraiment de photos de gens que je connais de ces années-là. Ou en tout cas, si j'en ai, c'est des photos de mes parents quand ils sont très jeunes. Fait qu'il y a comme pas de j'ai pas de point de référence. Fait que c'est qu'en film. Fait que pour moi, c'était comme, OK, me plonger dans cet univers-là, puis de voir l'envers du décor, puis à travers les costumes, à travers les coiffures, le maquillage, les voitures, ça, le décor, le parler, les enjeux sociopolitiques de l'époque. Ça, c'était incroyable aussi. T'sais. Fait que tout ça ensemble a fait que ce film-là a comme amené plus de lumière sur moi qui j'étais en tant qu'acteur et non pas comme en tant que personne dans mon groupe à l'école ou peu importe. Puis ça m'a donné plus d'opportunités pour la suite. Y a-tu un moment où je m'excuse, Martin, je suis tellement coupée à parole. Non, mais vas-y, vas-y, lance-toi. Y a-tu un moment dans ta vie où tu as fait, OK, là, je suis acteur? À 15 ans, quand j'ai fait Corbeau. Ah ouais? Wow. Mais Quand pas j'ai fait... avant. Non, ben avant c'était l'expérience, c'était du terrain, c'était quoi? Ben, c'est qu'avant, j'étais comme, je veux être acteur. Ah d'accord, je comprends. Et à 15 ans, tu as dit... Quand j'ai fait Corbeau, j'ai fait, OK, là, d'un, tu sais, la grosseur, je pense, du projet. Ouais. Puis aussi, j'ai travaillé avec d'autres acteurs qui, eux, me disaient que j'étais un acteur. Et on se parlait en tant qu'acteur et on échangeait en tant qu'acteur, même si j'avais seulement 15 ans. Puis on dirait que ça m'a comme un peu légitimisé. On dirait que j'ai perdu un peu peut-être le syndrome d'imposteur parce que j'ai senti que je me suis présenté. Je suis monté au bat puis je l'ai fait, ce projet-là. Puis j'en suis fier de ce projet-là. Corbeau, pour moi, c'est un projet qui est ultra important dans ma carrière parce que c'est aussi là que j'ai fait, OK, non seulement je suis un acteur, mais en plus, je sais que c'est ça que je veux faire dans la vie. C'est formidable. Avant ça, j'aimais ça. J'aimais vraiment ça, mais la culture du plan B pour les acteurs est très importante pendant longtemps quand t'as pas nécessairement le loisir de dire « Ah, c'est mon gagne-pain numéro 1 et je ne fais qu'exclusivement ça. » Fait que ça fait que il y a quand même un certain, je vais pas dire un doute, mais une prudence peut-être, que les acteurs ont de dire « Ben gars, moi, je vais me prévoir quelque chose au cas où est-ce que j'arrive pas à gagner ma vie avec ça dès le départ ou peu importe. » Puis moi, c'était un peu ça aussi. J'étais comme, il y a plein d'affaires qui me passionnent dans la vie autre que jouer quand j'avais comme 10-11 ans. Ouais. Puis j'étais comme, tu sais, j'aime cuisiner. Comme je pensais peut-être, j'aimais beaucoup, mettons, ce qui était massothérapie. Ça m'intéressait. Toutes ces affaires-là ensemble, pour moi, c'était intéressant. Fait que j'étais comme, tout ça, c'est des avenues possibles. Puis acteur, ça serait mon rêve. Mais mes parents aussi étaient très, très... lucide. Très lucide là-dedans. Ils croyaient en moi, puis ils m'encourageaient, puis ils me supportaient clairement beaucoup. Mais il était aussi comme, tu sais, il faut que tu réalises qu'il y a beaucoup d'appelés puis peu d'élus. C'est comme ça que ça marche dans cette industrie-là. Beaucoup de gens qui veulent faire ça. Puis c'est difficile de faire sa place, puis c'est difficile de la garder aussi. Mais t'en as-tu un plan B aujourd'hui? Tu sais, mettons, si tu dis... Parce que là, tu sais, comme tu viens de dire, il y a des phases plus creuses, des phases qui montent. Là, en ce moment, tu fais-tu, hey, si ça s'arrête demain matin, ça serait quoi mon plan B? T'en as-tu un? Présentement, moi, je me suis pas dit... Mettons, depuis que j'ai comme... parce que ça, c'est une autre étape plus loin dans mon... parce que dans ton parcours. Parce que je vais comme faire une courbe pour revenir à ta question. Parce que aucun souci. Parce que la réponse à ta question, présentement, c'est non. Okay. La raison pour laquelle c'est non, c'est parce que tout le long de mon secondaire, je gardais quand même un plan B. C'est où est-ce que ça m'habitait quand même parce que je veux pas, t'as 15 ans, tu sais. Je veux dire, demain matin, c'est possible que t'aies pas de contrat, puis ça va être comme ça, ça peut être comme ça toute ta vie. Mm-hmm. Puis on dirait que à force d'accepter ça, quand j'étais au secondaire, je me disais, donc, un plan B, à la limite, ça ne peut pas nuire, dans le sens où que je n'étais pas assez occupé tout le temps pour devoir me commettre 100% de mon temps à ça. Mm-hmm. Et donc, je pouvais continuer à étudier pendant que je travaillais parce que j'avais des gigs une fois de temps en temps. Puis, oui, je travaillais, mais j'arrivais aussi à aller à l'école en même temps. Donc, je ne travaillais pas tant que ça comparé à d'autres amis acteurs qui, eux, mettons, très tôt ont dû quitter l'école secondaire pour faire l'école à la maison parce qu'ils étaient trop occupés. T'sais. Mais dans mon cas, ça a été comme possible de le faire tout mon secondaire en présentiel à l'école, en même temps de travailler. Fait que ça allait. Et quand je suis arrivé à la fin du secondaire, je choix pour le cégep, pour la suite et tout ça. Puis quelque chose qui avait résonné pour moi, c'était tu sais, il y a beaucoup d'acteurs qui ont comme des entreprises ou des petites business sur le site, des commerces, peu importe. Fait que je me disais, moi, ce que je vais faire, c'est que j'allais faire une technique en gestion de commerce. Fait que comme ça, j'aurais au moins cette espèce de base-là en entrepreneuriat pour
m'accompagner dans la mesure où est-ce que j'ai des creux, ou est-ce que j'ai pas de travail qui rentre, peu importe. Si, quitte à m'ouvrir un commerce ou pouvoir gérer quelque chose si jamais il y a une opportunité qui se présente. T'sais. Et là, ça, c'était une époque où je travaillais un peu moins. Quand j'ai terminé le secondaire, j'ai eu comme une espèce de un an et demi, 2 ans, où est-ce que j'avais pas vraiment de contrat. T'as-tu peur? Oui. Ouais. Ben, c'est une peur qu'il n'y en ait pas une parce que, comme je dis, je me gardais occupé en attendant. J'étais au cégep temps plein. Là. Fait que quand tu es au cégep temps plein, tu as 7 à 8 cours quand tu fais une technique, puis dont des trucs que moi, je n'étais pas tant familier puis qui, au final, me parlent pas vraiment, comme la comptabilité. Faut que tu pousses à nous fort. non plus, by the way. Hein, Myriam, pour moi, c'est pas notre force. On n'est pas bon. Acteur assemble! Mais pour ces raisons-là, j'étais occupé. J'étais soucieux, je pense, de dire je travaille pas présentement, qu'est-ce que ça veut dire. Mais il y a une partie de moi, encore une fois, qui très tôt a appris à le laisser aller. Je l'ai vu, on le voit souvent. J'en suis conscient qu'il y en a des creux. Ça veut dire qu'on n'est toujours pas en train de se taper sa tête, pas en train de paniquer quand ça fait 3 mois qu'on n'a pas eu d'audition ou qu'on n'entend rien parler. Non, on l'est quand même. Mais c'est rassurant de t'entendre quand même parce que tu as quand même une carrière qui est prolifique jusqu'à présent. Mm-hmm. Fait que tu sais, pour des gens qui veulent faire carrière dans ce métier-là ou qui font carrière, puis que on a tous des creux de vague, des remises en question et tout ça, ça fait du bien de t'entendre, même si c'est pas parce que tu roules pendant un certain temps que tu as cette sécurité-là. Tu as toujours ça derrière ta tête aussi. Fait on dirait que ça pas que ça rationalise, mais ça normalise, je trouve, cette espèce de métier-là aussi, puis que tout le monde travaille fort, en fait, puis qu'ils veulent faire ça, tu sais. 100%. Oui, je comprends. 100%. Je pense qu'il y a de quoi aussi de comme, tu sais, tu dis, on l'avoir derrière la tête, un peu derrière la tête, dans comme, OK, garder ça en tête, mais pour moi, c'est aussi une manière de... C'est une manière aussi de trouver une certaine reconnaissance. Je suis très reconnaissant de pouvoir faire la job que je fais, puis de continuer à la faire, puis d'avoir les opportunités que j'ai. Fait qu'on dirait que de me dire que ça peut s'arrêter demain matin, ça me permet d'avoir une attitude aussi qui est particulière par rapport à mon travail. Ça me permet un peu d'être vraiment impliqué, dévoué dans ce que je fais, puis de réaliser la chance que j'ai, tu sais. Puis aussi de me garder sur le bout des pieds, un peu en mode, d'être prêt à faire un move si jamais j'ai un creux, tu sais. Puis c'est pour ça que comme j'essaie aussi en collatéral de ça, en tout cas en amont, de trouver des manières de diversifier mes revenus pour les jours qui vont inévitablement arriver où j'aurai pas de contrat. Parce que c'est pas juste une question de so far so good, on le sait que ça va arriver. Ouais. C'est juste une question de quand puis comment est-ce que je vais être prêt pour réagir et vivre avec ça. Mais d'ici là, c'est ma job. C'est comme ma job d'ici là de m'assurer que ces journées-là vont être backées. Oui, OK, financièrement, pour payer le loyer puis pour pouvoir avoir un niveau de vie qui a du bon sens puis pas genre comme manger du sable pendant 3 mois parce que j'ai pas de contrat. Le sable est rendu très cher, par exemple. Ça te en plus, un voyage de sable, c'est pas... Ça coûte des sous. C'est pas rien. Non, c'est ça. Mais aussi, dans la mesure où être assez structuré mentalement puis créativement pour pouvoir gérer ces creux-là. Parce que comme je pense que pendant longtemps, je me valorisais exclusivement sur à quel point je suis capable d'avancer. Là, on switch un peu dans le parcours personnel, comment moi je me sens, mais pendant longtemps, ma valorisation numéro 1, c'était beaucoup est-ce que je continue de grandir dans ma carrière? Est-ce que je continue d'avoir des trucs encore de plus en plus gros? Puis est-ce que je travaille exclusivement pour essayer de laisser quelque chose après moi pour que le monde se rappelle de moi? Puis après cette espèce de parcours personnel-là, où est-ce que j'ai fini par un peu frapper un mur par rapport à cette réalité, de dire est-ce que je joue pour avoir des tapes dans le dos ou je joue parce que j'aime ça? Ouais, c'est tellement une bonne question importante. Là. Puis ça a été comme un solide roller coaster dans la dernière année et demie, dans les derniers 2 ans, de comme un peu vivre ces choses-là, de me poser ces questions-là puis y répondre. Puis je pense que ça m'apporte quand même un regard nouveau sur mon travail où est-ce que, tu sais, je veux jouer dans la vie. T'aimes jouer. J'aime jouer. C'est ce que je veux faire. Ouais. Oui, idéalement devant la caméra parce que c'est comme ça que je préfère, mais je veux jouer point, tu sais. Fait que peu importe comment je vais avoir la chance de jouer, je vais jouer. Puis si un jour j'ai plus cette chance-là, à ce moment-là, je me tournerai vers autre chose, mais c'est quand même toujours quelque chose qui va m'habiter, puis j'essaie pas de le faire dans l'optique de comment dire, dans l'optique de faire plus de cash tout le temps ou d'avoir plus de notoriété. Donc,
pour toutes ces raisons-là, c'est pour ça que pour moi, jouer, c'est que le plan A, puis il n'y a pas de plan B. Je comprends. Ouais. Parce que pour moi, c'est ça que je veux faire. Mais après ça, full privilège de pouvoir dire ça. Là. J'en suis conscient que comme il y a peu d'acteurs et peu de gens dans la vie, je pense, qui peuvent se dire non, moi, j'ai juste un plan et c'est jouer. Et si je ne joue pas, eh bien, je ne ferai rien Ouais, d'autre. Non. C'est un beau rêve, mais ceci dit, ça peut être Ça très... paye pas le Voilà. loyer, Ça peut être le très rêve. Voilà. dramatique. Mais Oui, c'est ça. Ouais. C'est pour ça aussi que j'essaie d'être quand même réaliste dans comment je gère mon énergie, mon temps, mon argent pour m'assurer que ce rêve-là reste possible. Tu sais. Point final. Tu sais. Mais tu fais aussi des projets qui font du bien, tu sais, parce que tu disais, est-ce que je le fais pour les autres, les tapes dans le dos, tout. Mhm. Mais mettons comme, je vais nommer les bracelets rouges. Mhm. C'est mon chum, il en parlait encore hier, à quel point, genre, t'es bon, puis à quel point la série, autant elle est magnifique qu'elle crève le cœur, tu sais, Mhm. pour les parents qui voient leurs enfants qui ont une maladie souvent incurable, puis de les voir dépérir. Mhm. Bref, tu sais, Mais tu remercies, Alexis. oui, je vais lui dire merci. On le salue. Mais tu sais, tu fais aussi des projets qui changent la vision, qui changent la vie de certains gens, qui Mhm. donnent, qui fait vraiment comme un baume sur le cœur. Puis ça, je pense que c'est. Ben, je dirais pas la plus belle paye, mais tu sais, je veux dire, ça ajoute sur le métier aussi. 100%, je pense que ton point est le bon dans le sens parce que je pense que Merci. c'est pas une question. Myriam, t'es tellement brillante. Bravo, bravo. T'es incroyable. Mais je pense qu'il y a, tu sais, oui, mais clairement pour, tu sais, je veux dire, ça serait de mentir de dire que je veux pas que mon art ait un impact sur les gens, mais Ouais. je pense que ce que je veux dire, c'est que longtemps, j'associais le succès à Les commentaires que tu recevais, les bravos, les tapes dans le dos. voilà, Et non pas le plaisir de jouer. exactement. Je comprends. Puis je pense que c'est de dire que comme il y aura un impact à tout ce qu'on fait dans la vie, que ce soit genre positif, négatif, petit ou gros, jouer, pas jouer, ramasser les poubelles. On est ensemble là-dedans, là. Oui, oui. Quelle drôle d'aventure, Oui. quelle vie, wow. Mais dans le sens mon point étant que comme que tu sais, au final, pour moi, ce qui compte, c'est que je m'accomplisse et que je me développe dans quelque chose qui m'apporte quelque chose d'abord et avant tout. Oui. Puis qu'après ça, si je peux le partager avec les gens et que les gens me partagent en retour, c'est ça, je pense, la dynamique qui est C'est en ça, jeu. tant mieux si ça apporte quelque chose de plus aux Voilà. autres, à la société, Exactement, aux gens, exactement. change des vies, nanana. Je pense juste que Je pendant comprends. longtemps, c'était plus une affaire de comme, OK, comment est-ce que je peux m'assurer que mon nom passe à l'histoire? Tu sais, c'était un peu comme ça, là, je ton mindset. le mettrais gros, mais c'est un peu ça qui Ton m'habitait. leg. Puis je pense, ouais, legacy. Legacy. What is a legacy? Hein? On va en termine parler. là-dessus. Non, Planting non, seeds in a garden you never get to see. Mais bref, fait que genre, ce parcours-là, pour moi, est comme étant important. Fait que c'est pour ça que comme le plan A est Je comprends. et Sera. pour aussi longtemps que je vais pouvoir me le permettre, exclusivement ce plan A-là, c'est-à-dire jouer. Mais j'entends quand même que, tu sais, de par peut-être tes parents, tu sais, leur métier ou de par ton conseiller financier qu'on salue aussi. Salut Daniel! Oui, c'est ça. Tu sais, la planification dans ton cas à toi, elle est super importante parce que tu as cette conscience-là que tout peut s'arrêter demain. Fait que comme tu veux pas manger du sable, quoique c'est très bon, puis ça, tu sais, ça soigne les dents. Exact. T'as pris cette conscience-là, de ce que j'entends quand même assez jeune de bord dans ton parcours de faire, Ouais. à cause des conseils de ta mère, de, tu sais, très peu d'élus pour le nombre d'appelés, Mhm. tout ça. Fait que aujourd'hui, ça te suit encore. Mhm. Tantôt, tu as parlé du syndrome de l'imposteur. Mhm. Tu as dit à 15 ans, ça a changé, tu fait tuer un acteur à cause de Corbeau. Non, mais plus ou moins, je vois ta face, tu fais. Pas tant. Ben, tu sais. Mais tu étais allé chercher une formation à New York, non? Tu sais, aux États-Unis, Ouais, ouais. du moins, tu sais, c'était justement pour combler un peu cette espèce de syndrome-là? Sans aucun doute. Ah oui? Ouais, ouais. Ah ouais, hein? Ben, c'est parce que. Tu sais, il y a. Quand tu quittes. Mettons, quand tu deviens majeur, Ouais. tu arrives à 18 ans, Ouais. c'est comme si j'ai l'impression que tu as une espèce de. En tout cas, dans mon cas, moi, il y a eu un switch qui s'est fait où est-ce que, OK, là, je vais compétitionner contre des acteurs adultes. Ah, c'est intéressant. Dans les jeunes, la très grande majorité sont autodidactes parce que quelle formation on a pu vraiment aller chercher? T'sais, oui, mon programme était en art dramatique au secondaire, mais art dramatique et jeu devant la caméra, c'est quand même deux choses complètement différentes. Et Complètement. surtout, ce qui est enseigné aussi. Oui, d'ailleurs, venez chez Plan Large, on enseigne les deux. On salue Plan Large. Tu te plugues sur le Plan passage. large, les ateliers. Voilà. Puis, on dirait que je me suis dit, OK, là, je sais que je suis capable de jouer, c'est quelque chose que j'aime profondément, je vais continuer là-dedans, puis il n'y a pas de problème. Et là, je jouais, j'avais des opportunités qui se présentaient. J'ai eu un creux pendant un bout de temps. Ce creux-là m'a amené quand même à me questionner sur mes capacités, mes outils. Comment, pendant longtemps, ce qui m'a servi, c'était cet instinct-là, cette espèce d'aspect autodidacte-là que j'avais dans mon travail.
Mais je sentais que pour en faire une carrière, il me manquait des outils, il me manquait une méthode, une approche à mon travail. Puis pendant comme 1 an et demi, j'avais fait des formations dans dans des écoles de jeux au Québec, genre dans les environs de Montréal, comme les ateliers Daniel Fichot, par exemple, et tout ça. Puis ça m'avait apporté quelque chose, sans aucun doute, mais on dirait que j'avais pas non plus l'espèce de comme gros commitment sérieux qui venait avec je veux en faire une carrière, là. C'est pas juste un hobby. Ouais. Fait que, on dirait que ma logique, ça a été là, présentement, je me sens un peu comme quelqu'un qui prétend pouvoir en faire une carrière alors que j'ai pas nécessairement les outils. Puis ma copine et moi ma copine de l'époque, Alice, on s'est dit les deux qu'on aimerait ça avoir plus d'outils pour pouvoir travailler mieux parce qu'elle et est avoir. actrice aussi. Elle est actrice aussi, exactement. Puis, fait que ce qu'on s'est dit, parfait, on va essayer de trouver des ressources. Puis les deux, dans notre cas, on voulait et on veut toujours, je crois, pouvoir éventuellement travailler à l'international parce qu'on veut pas se limiter nécessairement au marché québécois, même si on adore le marché québécois. On veut s'ouvrir le plus d'opportunités C'est possible. un rêve pour toi d'aller jouer, par exemple, en France, autant en anglais qu'en français? Ouais, Okay. mais en fait, dans ce cas-ci, c'était plus pour l'anglais pour nous. L'anglais, Mais oui, oui, la France, okay. sans aucun doute, évidemment. Anthony est excellent en anglais. C'est vrai? Bon. Merci, c'est gentil. J'adore. Il rappe en anglais. Thank you. Il rappe en anglais, il chante. Thank Mais- you. Thank you. Ça? Thank you. Pas d'accent. Ouais, T'as-tu c'est vu? malade. J'imitais Elvis. Espagnol. Je fais des sons. Mais J'ai hâte de les entendre. je Ils vais sont toutes les d'ailleurs. faire, On mais, garde ça pour la fin de l'émission. Mais, fait qu'on s'était dit, ben, on veut pas. Les deux, on avait déjà une carrière en soi où est-ce qu'on avait déjà une certaine notoriété, puis des opportunités, puis tout ça. Puis, dans certaines écoles de jeu, en fait, la majorité des écoles de jeu au Québec requièrent que pendant tes 3 ans ou 2 ans d'école ou 4 ans d'école selon les programmes, tu ne travailles pas en même temps. Ouais. Oui. Ça, pour nous, c'était quand même quand même quelque chose qui pouvait un peu être un deal breaker parce qu'on se disait comment est-ce qu'on va faire pour pas travailler pendant 3 ans lorsque c'est ta source de revenu principale ou on pourrait se trouver un autre job sur le côté, mais on veut continuer à jouer, on veut pas disparaître du marché puis disparaître des opportunités pendant 3 ans pour aller chercher des outils. On n'est pas non plus des gens qui commencent de rien. Tu sais, avec une espèce de comme méga processus décisionnel-là, fait qu'on s'est dit, on va aller voir s'il n'y a pas des formations ailleurs. Puis, on avait des amis qui avaient fait des formations ailleurs, dont Carl Walcott, Oui. qui lui était allé faire une formation au Lee Strasberg Theatre and Film Institute à New York. Et il nous en avait parlé, puis on avait fait vraiment intéressant ça. Puis c'est l'approche de Strasberg au method acting. Fait que on a décidé de faire comme on va regarder pour ces programmes-là. Et il y avait un programme intensif de 12 semaines, de 3 mois à New York pour nous, donc qui était évidemment une immersion complète aussi en anglais, donc qui était parfait pour ce qu'on cherchait à faire, c'est-à-dire améliorer notre anglais et notre accent. Donc on a décidé de s'inscrire, d'aller comme de proposer notre dossier pour voir si on peut se faire accepter. Mm-hmm. Ça a fonctionné, youpi. Et on est allé faire ce 3 mois-là de formation à New York. Puis ça a été comme un... Tu sais, je peux pas parler pour Alice, même si je me doute très bien de c'est quoi son stance, mais dans mon cas à moi, ça a été, et je crois que c'est le cas aussi pour elle, comme un changement majeur dans nos vies. Ah oui. Puis comme ça a été pour moi nécessaire à qui je suis aujourd'hui, pas juste en tant qu'acteur, mais en tant qu'humain. Là, même si tu me dis mais c'est juste 12 semaines, oui, mais comme il y a une C'est approche... tellement intense. Oui, puis Ouais, puis il y a une approche profondément personnelle dans le method acting de Strasberg qui moi, en tout cas, m'a permis de me développer en tant que personne, là, je comprends. dans la suite de ces études-là. Puis à mon retour, je me sentais donc évidemment beaucoup plus outillé parce que là-bas, on a obtenu des approches, une méthode de travail qui était plus complète. Ça nous a permis tous les deux de se débarrasser de notre accent québécois, là, ou plutôt d'acquérir l'accent américain. Ouais. Donc, pour travailler en anglais, c'est un outil de plus. Puis, juste en général, ça a changé notre approche, je pense, au travail. Là, Mais tu dis que tu es allé chercher comme des notions, une technique, une approche justement de jeu. Mais le fait que tu commences jeune aussi, ça a quand même, j'imagine, certains avantages. Parce 100%. que l'expérience que tu as acquis à un très jeune âge, 100%. tu dirais que c'est quoi justement ces avantages-là de commencer? Si, mettons, quelqu'un qui commence une carrière comme toi, quand même assez tôt, vers 11-12 ans, par rapport à quelqu'un qui veut commencer à l'âge adulte, c'est quoi les avantages, mettons, que toi, tu as reçus ou que tu as perçus dans ton cas? Quand t'es jeune, Ouais. t'es une éponge. Puis on dit ça tout le temps, les jeunes, ça absorbe tout. Oui, Ouais. mais pour de vrai, c'est un autre niveau. Puis particulièrement quand
t'es vraiment passionné puis intéressé puis que t'es vraiment comme dévoué à vouloir apprendre tout quand t'es sur un plateau de tournage, ça fait que de un, tu retiens tout, puis de deux, si le moindrement t'es capable de rester concentré puis d'être bien entouré. Moi, j'ai été coaché sur des plateaux dans mes premiers plateaux. Là, il y avait des coachs de jeu sur Destiné, j'avais un coach de jeu, c'était Liane Simard qui me coachait. Puis, tu sais, elle nous a, je dis nous parce qu'il y avait d'autres acteurs jeunes, mais elle nous a donné des outils ou des manières de comme approcher le travail, la responsabilité par rapport au texte, la responsabilité par rapport à comme être discipliné, structuré sur le plateau, travailler avec les autres acteurs. Après ça, il y a aussi juste le fait de moi être sur des plateaux jeunes souvent, ça fait que tu commences à comprendre les dynamiques, tu commences à comprendre les responsabilités, tu commences à comprendre tout ce qui est l'espèce de structure qui vient avec un plateau, puis les rôles associés, puis tout ça ensemble, ça fait que quand tu fais ça très très jeune, ça devient comme une deuxième nature quand le moindrement que tu vieillis, tu sais. Puis moi, tu sais, jeune, je me rappelle mes parents qui étaient comme, t'as une vieille âme, puis j'étais comme, oui, non, je suis juste anxieux, puis nostalgique, mais ça fait aussi que j'avais, je pense, une certaine sensibilité ou un souci d'écoute, puis de comme, fait que j'arrivais à connecter avec les gens plus vieux autour de moi malgré l'âge que j'avais, puis je pense que ça m'a donné des opportunités de plus de comme comprendre plus, puis de juste avoir une meilleure compréhension de c'est quoi qui se passe sur un plateau de tournage. Il y a des inconvénients de bord. Je suis sûr que si, par exemple, je pense à Alice parce qu'Alice a commencé actrice jeune, très jeune, puis a un parcours différent du mien. Fait que je suis sûr qu'elle aurait probablement un discours différent. Mais dans mon cas, moi, comme je vous dis, j'ai continué à aller à l'école à temps plein malgré que je travaillais, puis j'avais des gigs qui faisaient que je travaillais pas mal, mais je pouvais aussi me permettre d'aller à l'école en même temps. Fait que moi, j'avais vraiment le meilleur des deux mondes. J'ai comme été vraiment chanceux dans ce parcours-là. Je peux pas ignorer ça. Oui, il y en a des downsides. J'en doute pas. Dans mon cas, moi, j'en ai pas eu beaucoup. Mais tant mieux. Puis quand je parle de syndrome d'imposteur, ça s'est plus manifesté adulte. Quand justement il est arrivé ce temps-là de faire un choix par rapport à est-ce que je veux aller dans une école de jeu ici ou une école de jeu à l'étranger, combien de temps et tout ça. Je pense que c'est là où ça a fait comme est-ce que je suis vraiment un acteur? Je dis que je suis un acteur depuis que j'ai comme 15 ans, mais je me suis auto-proclamé acteur parce que j'ai pas de formation, j'ai pas d'outils. OK, mais est-ce qu'on est acteur quand on devient formé? Attends, est-ce qu'on devient acteur quand on décroche des rôles? Est-ce qu'on est acteur même si on décroche pas de rôle? Il y a comme. C'est clair. Tout ce processus-là. Quelqu'un qui est acteur. Mais pour vrai, oui. Quelqu'un qui est acteur, c'est quelqu'un qui joue. Ouais. Point barre. Mais pour moi, un acteur, c'est que tu peux être un acteur sans même jouer. C'est-à-dire que l'acteur, pour moi, tu es un acteur à tous les jours, que tu fasses de la lecture à haute voix chez toi, que tu ailles voir des shows, tu travailles. Pour moi, un acteur, quand tu nourris la bête. Oui, mais pour vrai, tu as raison. C'est ça pour vrai. 100%. Ouais. On s'entend. Moi, j'aimerais ça savoir, est-ce qu'il y a une erreur que tu as fait en début de carrière que tu fais et j'aurais jamais dû faire ça? J'adore. C'est une bonne question. La question qui tue. C'est vrai que j'y pense sincèrement. T'as une seconde. C'est fini. OK, fait que ta réponse, c'est... J'ai pas fait d'erreur, je suis parfait. Bon, bravo! Non, sincèrement, tu sais, je pense pas. Et je pense qu'une des raisons pour lesquelles j'ai pas nécessairement eu d'erreur, de fait, ou peu importe, c'est parce que j'ai pas eu la chance d'en faire. Tant que ça. Est-ce que tu aimerais ça, en faire des erreurs? Ben, je pense que j'en ai fait des erreurs à l'âge adulte en me... Comme je vous ai dit tantôt un peu par rapport au parcours que j'ai vécu dans les derniers 2 ans, de me projeter dans... ou d'avoir une espèce de version romantisée un peu ou comme erronée de ce que je pensais que c'était de jouer ou d'avoir comme objectif quelque chose d'essayer d'avoir un objectif, quelque chose de plus grand que moi, qui n'est pas dans le moment présent, qui n'est pas dans comme connecté à ce qui est là. Ça, c'est une erreur. Je pense que ça m'a coûté cher en comme travail fort, de comme devoir déconstruire ces mécanismes-là. Okay. Mais tu sais, comme parcours, j'ai été vraiment chanceux. Mais tant mieux. T'sais, tu disais tantôt que tes parents disent que tu es une vieille âme, que tu es juste un être un peu anxieux puis nostalgique. Mais l'anxiété fait partie de plusieurs artistes, puis je parle pas juste d'acteurs, mais des artistes en général, puis même tous les domaines, ça touche. C'est un métier où est-ce qu'on se fait dire... Est-ce que ça te touche, toi? Moi, ça me touche. Je vais aller voir ma thérapeute, je suis due. Mais ceci dit, c'est un métier où souvent on se fait dire 50 non pour un oui. T'sais, on décroche pas tous les rôles qu'on auditionne. définitivement. Comment t'as appris à gérer ça, toi, être anxieux que tu es et nostalgique?
j'ai eu quand même beaucoup de périodes dans ma vie où est-ce que un non, c'était douloureux, là. Ah ouais, hein? Pour plusieurs raisons. D'abord et avant tout parce que je me sentais au début un tout petit peu quand même entitled, là. Tu sais, j'ai l'impression que, tu sais, rapidement, quand j'ai commencé à auditionner pour des rôles parlés, je les bookais, ces rôles-là. Fait qu'on dirait que j'associais ça à donc, je suis le meilleur. Genre, à 11-12 ans, j'étais comme, genre, je suis un bon acteur, donc quand je vais en audition, je mérite de décrocher le rôle. Et quand je décroche pas le rôle, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi? Tu t'arraches sa tête. Ouais, un peu. Mais il y a comme une humilité aussi qui est comme apparue avec le temps de ce que tu as l'air de dire. Quasiment un an après. Dans le sens où, mettons, à 13-14 ans, ça a comme disparu parce que j'ai réalisé, OK, genre, il y a tellement plein de très bons acteurs. Et de très bons acteurs qui sont beaucoup meilleurs que moi et où ont plus d'expérience et où ont juste... Tu sais, quand tu connais pas les rouages du casting, tu t'en veux là, quand tu as fait une bonne audition parce que tu es comme, pourquoi ils m'ont pas choisi? Alors qu'il y a tellement de variables que tu contrôles pas en casting. Et on dirait que plus tu auditionnes pour des trucs où il y a des projets pour lesquels il y a beaucoup de gens qui auditionnent, plus tu réalises que dans le casting, il y a vraiment une variable que tu te dois de laisser aller parce que les gens travaillent sur leur projet pendant des années avant que ces projets-là voient le jour. Ils ont le temps de développer une vision très spécifique de leur personnage. On a un bassin d'acteurs très grand ici, avec beaucoup de talent, avec des looks très différents. Des fois, tu peux faire la meilleure audition, puis ça ne veut pas dire que c'est toi qui vas avoir le rôle. C'est une réalité qui vient avec notre travail. Tu as pris lâcher prise quand même très tôt. Très tôt, hein. OK. Puis je pense que, mettons, le fait d'apprendre ça très tôt, ça m'a permis plus tard d'avoir moins mal aussi. Tu sais. Ça veut pas dire que j'ai pas un pincement ou que j'ai pas des projets que je veux vraiment décrocher, puis quand je les ai pas, je suis comme... Ben oui, t'as le droit de sacrer si tu veux. Tabarnak de style. Mais ça reste que ça m'a permis d'avoir une approche qui est quand même plus sereine par rapport au fait que, tu sais, encore plus, là, ça fait 2 ans que je travaille avec un agent dans le marché anglophone, tu sais, puis que la très grande majorité se fait à travers des self-tapes. T'envoies 50 à 75 self-tapes par année, des fois plus. C'est beaucoup quand même. Puis ça veut pas... Ça se peut très bien que tu bookes rien du tout, tu sais. Parce que tu réalises que le bassin, il est rendu gigantesque. Tu sais, si au Québec, il est gros, on a beaucoup d'acteurs, beaucoup de bons acteurs, au niveau national et au niveau international, quand tu mixes avec les États-Unis, et quand des fois tu mixes avec ça partout dans le monde, parce que des fois, il y a des auditions que c'est des auditions pour des projets qui vont se tourner genre au Japon et que tout le monde sur la Terre auditionne, tu fais OK, on est 50 000 à envoyer des self-tapes, là, tu sais. Des fois, il y a une question... La compétition est plus forte du côté anglophone? C'est un peu ce que tu sous-entends? Sans aucun doute. Sans aucun doute. Pas juste au niveau de, comme, des talents et tout ça, parce que c'est comme n'importe quoi. À cause de la langue aussi qui est la plus parlée dans le monde. Exactement. Puis parce que aussi, tu sais, je veux dire, c'est comment dire, mais à travers les rouages du casting, ils vont travailler avec des directeurs qui travaillent avec des assistants, puis des assistants qui ont des employés. Puis ces employés-là, c'est des gens qui vont regarder des self-tapes. Il faut que tu passes à travers 4 rouages avant de te rendre au directeur de casting qui lui se rend, au réalisateur qui lui se rend, à la production qui lui se rend, au client qui doit approuver. Tu sais, on parle de comme 8 ou 9, tu sais, 8 niveaux là, de passer. Fait que le triage est très, 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 très méticuleux, puis ça fait que encore plus, il y a beaucoup de gens qui le font. Tout ça ensemble fait que c'est encore plus compétitif. Tu sais. Je comprends. Ouais. En tout cas, j'ai ouï dire qu'il y a de plus en plus de comédiens qui font comme moi, mais là, c'est plate auditionné par self-tape, mais je suis d'accord. Moi aussi, mais ça fonctionne comme ça depuis plus longtemps aux États-Unis. Fait que est-ce que c'est une mode qui s'en vient ici? C'est comme... Je crois qu'il y a quelque chose de très, très culturel là-dedans. Là, vu le fait que le marché est plus international dans les projets anglophones ou est-ce que dans les projets canadiens comme dans les projets américains, quand c'est en anglais, ça se peut que ce soit un acteur des 2 pays ou même d'ailleurs dans le monde. Ça fait que les gens ne peuvent pas se déplacer en audition. Personne ne va venir du Texas pour aller à Toronto pour auditionner. Donc, les self-tapes sont nécessaires. Au Québec, on a la chance d'avoir quand même un micro-système, si on peut dire, où est-ce que comme la majorité des trucs qui se font au niveau casting, c'est à Montréal. Puis quand il y a des castings à Québec, des fois, ça va être à travers des self-tapes. Des fois, même des castings à Montréal vont se faire à travers des self-tapes. Mais dernièrement, on a quand même eu la chance d'avoir des retours en salle d'audition. Oui. Moi, j'en suis extrêmement reconnaissant de ça. Ça me fait vraiment plaisir.
parce que je pense que le contact humain est nécessaire dans ce qu'on fait. Oui. Je comprends aussi des fois la nécessité vibe d'une aussi, certaine... ressentir la 100%. vibe avec la personne. 100%. Tu sais, au niveau un test de chimie en self-tape, ça n'existe pas. Puis il y a une raison. Mettre des vidéos côte à côte. Et on n'a pas le matériel aussi. Voilà. Fait que pour toutes ces raisons-là, mais tu sais, ça reste que je pense que dans certains cas, il y a une nécessité puis il n'y a pas de doute, mais je pense que si tu demandes à la majorité des gens qui travaillent en casting et la majorité des réalisateurs et la majorité des acteurs, tout le monde préfère venir en salle d'audition, je pense. Oui, je pense que oui. Peut-être que je peux en travailler mon chapeau. Non, mais la plupart. Mais on reçoit le réalisateur Christian Laurence dans un de nos podcasts aussi. Puis justement, lui, il est comme, j'aime tellement ça, faire du casting et rencontrer les gens. Fait que ça, on va pouvoir parler de ça avec lui. Mais moi, je voulais savoir, Anthony, j'aimerais ça savoir, est-ce que tu te souviens de la première audition que tu as faite? La première. Oui. On veut savoir. Ça face à Ardison, comme genre, oui, avec c'était une audition pour une pub. Oh, OK. Première audition face à face. L'agence Audace, qui était la première agence dans laquelle j'ai été, offrait, lorsque moi je suis arrivé à l'agence, des cours de préparation aux auditions. Ce que je trouvais qui était du génie. Parce que, veux pas, les jeunes acteurs qui étaient là, qui eux ont trouvé en mode casting sauvage, ils ont vraiment engagé. Tu me diras, c'est normal, c'est tous des jeunes, ils n'ont pas d'expérience. Oui, OK. Mais c'est tous des jeunes qui n'ont pas d'expérience, justement, et donc, ils vont arriver en audition, puis ils vont pas savoir où se mettre, quoi faire avec eux-mêmes, à part dire les lignes, puis ils ne savent même pas comment les faire. Ils ont engagé 2 comédiennes avec l'expérience pour donner des cours à des jeunes de l'agence pour un peu les former à OK, c'est quoi une audition? Comment est-ce qu'on arrive là? Qu'est-ce qu'on doit faire? Puis les basics de bonjour, rentrer, aller serrer la main à tout le monde, te présenter, regarder les gens dans les yeux, créer un contact avec eux, apprendre tes lignes de façon méticuleuse, les connaître, savoir répondre aux notes des réalisateurs en audition, puis tout ça. Fait que ça, à part exceptionnel pour moi, j'ai fait ces cours-là avec eux pendant que je commençais à faire mes premières auditions, justement. Puis ma première audition, c'était pour une pub de lait. Si je me trompe pas. Je pense que c'était une pub de lait au chocolat. Peut-être pas. C'était une pub de lait, en tout cas. C'était une pub de quelque chose. C'était un produit, je dirais, de type lait substitut, ça, non? Laitier, merci. Lait substitut, j'adore. C'est pas ça, hein? Ça va mal. Ça va super bien. Ça va mal des mots. Ça va super bien. Oh là là. Bref, fait que ça pour dire que c'était une pub. Puis je me rappelle que c'était une pub. En fait, c'était une édition qui était stressante parce que il avait dit apprenez genre les 2 mots. Là. C'est une pub. Des fois, c'est comme. Je pense que moi, j'avais une ligne et c'était moi, je veux faire rire le monde. Et là, il fallait que je fasse quelque chose de drôle. Mais c'était juste écrit. Fais quelque chose de Fais drôle. quelque chose de drôle. Ça, quand c'est écrit ça. Et là, moi, j'étais comme. Mais j'étais quand même le petit coon qui aimait faire des blagues. Fait que j'étais comme, je sais ce que je vais faire. Et je me rappelle de ce que j'ai fait. Et ça avait bien landé. Malheureusement, j'avais pas eu le rôle. Mais j'étais en finale avec un autre kid. Puis, ça a bien été. Vraiment, dans la pub, le kid, il portait des lunettes drôles. Puis j'étais comme, c'est chiant, il y avait un accessoire. Il n'y a rien fait, c'est tout l'accessoire ça, tu vois, ça, je m'en suis fait passer une petite vite. Là. Tu vois, le casting, hein? Tu vois, c'est ça. On contrôle pas ça, les lunettes phoniques. Exact. Mais tu sais, Myriam, tantôt, tu parlais de, tu sais, depuis la COVID, en fait, la pandémie, là, les self-tapes sont arrivés, fait que le métier a évolué du côté francophone, puis anglophone, tu dis, ça fait quelques années. Mm-hmm. Toi qui as commencé ta carrière très jeune, le métier a changé probablement dans les 10 dernières années. C'est quoi les grosses différences entre quand tu as commencé et puis aujourd'hui? Je te dirais, je crois que la plus grande différence, c'est probablement le temps qu'on a, l'argent qu'on a, les opportunités qu'on a avant le tournage, répétition, lecture et autres. Fait que le travail est plus difficile. Il n'y a pas de secret, je pense, dans ce qui se passe présentement. Notre culture va pas... plutôt, le financement en culture au Québec va pas extrêmement bien. Tu sais, je pense que j'avais une discussion dernièrement avec un ami à moi que Myriam connaît très bien, qui s'appelle Étienne Gallois. Oui! On le salue aussi. On salue plein de monde aujourd'hui. Allô, j'adore ça. C'est une émission où on salue des gens. Étienne, qui est un fan. Étienne, en fait, qui est acteur, qui est réalisateur, qui est producteur de ses 24 ans. Pour vrai, il fait chier. Ça n'a pas de bon sens. On l'aime. Le CV de ce gars-là. Ouais. On vient de machine. Et Étienne est aussi intéressé par les chiffres, je veux pas, en tant que producteur, et il est allé checker les rapports, tu sais, comme de la SODEC et tout ça, les rapports financiers. Puis, tu sais, le total de l'argent investi en culture au Québec, si je me trompe pas,
durant un an, c'est 142 millions de dollars. Ça, c'est pour tout ce qui se fait en culture. Fait qu'autant la peinture, l'architecture, tout. Le Euh, cinéma, la télé, exact. le théâtre, etc. Tu sais, Dune, c'est genre 160 millions Pour un film. pour un film. C'est fou, là. Fait que tu sais, quand tu... Puis ça, c'est la comparaison qu'il a faite, puis je trouve que c'est une comparaison qui est tellement juste. Ouais. C'est sûr que le niveau de l'argent qu'on a, du temps qu'on a, pis ça, c'est peu d'argent. Puis on sent qu'il y a quand même une diminution des moyens. Et donc, moins d'argent, donc moins de temps. Moins de temps, donc on doit accélérer les tournages qu'on a parce qu'on a moins de temps pour faire tout ce qu'on a à faire. Les films sont pas moins longs qu'avant. Les émissions sont pas moins longues qu'avant. Effectivement. Fait que pour ça, ensemble, ça fait qu'il y a quand même une différence. Heureusement, beaucoup des acteurs de mon âge ont commencé jeunes. Ouais. Ça fait qu'on était rigués jeunes, qu'on on est prêt quand on arrive sur le plateau, puis on a appris qu'être prêt, c'était une nécessité. Et ça, c'est quelque chose qui épate beaucoup, je pense, aussi le marché anglophone, les Américains ou les Canadiens qui viennent tourner à Montréal. Ben, Ouais. en fait, nous, ça nous épate quand on va sur leur plateau, mais je pense que ça leur épate eux autres aussi, à quel point nous, on est sur le gun quand c'est le temps d'y aller, parce qu'on est tellement habitués de devoir être là et prêt quand on dit action. Ouais. Fait que pour toutes ces raisons-là, je pense que la grande différence, je pense, c'est probablement... Donc, ce que j'entends, c'est que le Malheureusement, métier l'argent. est plus dur à cause de l'argent, le temps. Ben, en fait, l'argent fait en sorte qu'on a moins de temps pour faire tout ce qu'on a à faire. Il y a moins de projets aussi. Fait que j'entends-tu que si tu avais commencé aujourd'hui ta carrière, ça serait vraiment plus difficile que quand tu as commencé quand tu avais 11 ans parce que justement, il faut que tu sois bon tout de suite ici et maintenant sans... Je sais pas si ça aurait Non. été... C'est clair qu'il y aurait une différence. Il n'y a Ouais. pas de doute. Ok. Je pense que tu sais, 1+1, mais je pense juste que ça va demander des jeunes acteurs une plus grande discipline peut-être que ce que moi j'avais. Je comprends. Parce que moi, je pense que peut-être que je me la suis coulée douce un petit peu quand j'ai commencé, ne sachant pas ce que ça demandait, dans la mesure où est-ce que tu sais, je me rappelle que je faisais des jokes ou comme... Oui, mais ça vient avec un stress aussi, ça. Je veux dire, d'être Oui. bon ici, maintenant, tout de suite. C'est clair, il y a ça c'est clair. aussi, là. Mais c'est pour ça que je pense que ça va demander une certaine rigueur, tu sais, peut-être de la part des jeunes. Puis c'est pour ça que je pense que tu sais, des formations comme vous donnez, clairement, chez Plan Large, Ouais. ont une nécessité. Puis Merci, Anthony. Pour la plug numéro 2. Hey! on va mettre le lien juste là pour cliquer. Non, c'est une joke. Je sais pas comment ça fonctionne. Mais clairement, il y a une nécessité pour ça. Puis il va clairement avoir besoin. C'est un besoin que les. Ironiquement, peut-être que les producteurs ou les réalisateurs réalisent pas que ça va qu'ils ont besoin encore, mais des coachs sur les plateaux, c'est Ouais. essentiel. Et des L'ouverture bons aussi. coachs sur les Tellement. plateaux, tu sais. Puis Ouais. c'est drôle parce que dans les derniers 4 ans, j'ai été sur quelques projets où il y avait des jeunes qui se faisaient coacher. Et j'ai tourné la série 6 degrés, Oui. Ouais. qui est sur Tout.tv, qui était Radio-Can. Et tous les jours où on avait un jeune sur le plateau, que ce soit Louane ou on avait Esteban, qui jouait comme les deux genre, petits frères et petites sœurs Oui. de la famille, on avait un coach de jeu qui était Patrick Renaud. Ouais. Patrick Renaud qui est super. Mais Patrick, à un certain point, ne faisait pas agir comme étant juste coach pour les jeunes, mais aussi un peu comme... Une genre de nounou? Ben Non? non, plus comme une espèce de comme de consultant aussi au niveau juste dramaturgique, de comme, tu sais, avoir un acteur, je veux dire senior, pas dans le sens où il est vieux, mais dans le sens où il est plus vieux que nous, Ouais. nous les jeunes, qui pouvait nous venir jaser avec nous des lignes, nous aider à répéter. Ça créait une dynamique où est-ce qu'on était aussi, tu sais, des fois... Veux pas, c'est des personnages qu'on a fait pendant 3 ans. On devient confortable avec ces personnages-là. Des fois, on le laisse aller dans une scène, dans un moment. Il vient nous chercher, il vient nous ramener, il vient nous... tu sais. Puis pour ces raisons-là, je pense que d'avoir des coachs sur les plateaux, pas juste pour les jeunes, mais aussi juste avoir quelqu'un qui est comme une espèce de point de vue extérieur par rapport aux mots qu'on dit. Puis c'est tellement important. Puis on a moins de temps pour les travailler, puis on a moins de temps pour les vérifier, puis on a moins de temps pour trouver un sens, des fois, dans des trucs qui se sont faits soit rapidement ou on a fait un changement ou peu importe. Avoir un coach, c'est quelqu'un qui se concentre exclusivement sur ça, tu sais. Ouais, Puis un ça, c'est un encadrement, privilège énorme d'avoir ça sur un plateau. Mais quand t'en as pas de coach, justement, ou que tu commences ta carrière, puis là, on Ouais. parle de oui quand t'es jeune, mais ou quand t'es à l'âge adulte, Ouais. est-ce que tu penses que ça prendrait aussi une certaine ouverture de « Hey, c'est la première fois que je fais un contrat, Mhm. ça se peut que, tu sais, l'acteur soit peut-être il est moins rodé que toi qui a plus de 10 ans d'expérience en télé. Mhm. Ça prend cette ouverture-là où le cash a tellement de place dans notre industrie que tu fais « Too bad, si t'es pas bon là. Je pense qu'il y a un souci. Il y a quand même un souci de dire cette personne-là qui est là, même si pour une raison X, Y, cette personne-là a moins d'expérience, elle a quand même été choisie parce que Ouais. la grande majorité du temps, c'était la meilleure personne pour ce rôle-là.
Mais il est possible avec le stress que cette personne-là se met. Exactement. qu'elle soit pas- Puis la très là, grande tu sais. majorité des acteurs, je crois, ont une bienveillance là, quand même Oui, envers oui. les acteurs qui ont moins d'expérience aussi, parce que d'un, on a tous été là. Ouais. Puis de deux, parce qu'il y a aussi une beauté et quelque chose de très, très intéressant à l'écran dans quelqu'un qui a pas nécessairement les mécanismes ou les rouages de quelqu'un qui a beaucoup d'expérience. C'est des fois une certaine pureté qui apparaît à l'écran qui est vraiment, vraiment le fun. Puis on ne veut pas perdre ça parce que quelqu'un est stressé. T'sais. Puis je pense que le tact et l'approche de la réalisation souvent va être le Changer. grand changement. Je viens de terminer le tournage de la série M'infiltrer dans ta vie. Puis De on Simon a- Boulris. de Simon Boulris. Mm. Et c'est Éric Piccoli qui réalise. Éric qui est exceptionnel en tant que réal, mais aussi qui a travaillé et qui travaille toujours souvent avec des non-acteurs ou des gens qui ont peu d'expérience, du moins. Puis Éric a un tact gigantesque et une espèce de connexion humaine qui est tellement la bonne approche quand tu travailles avec des gens qui ont peu ou pas d'expérience. Ça fait que c'est comme si le souci que les gens pouvaient peut-être avoir se fond dans... Oublie pas qu'on est ici ensemble et qu'on est là, on joue. T'sais. On est déjà là. T'sais, même des jeunes acteurs, des fois, qui tombent un peu dans leur tête, qui sont soucieux de quoi ils ont l'air, de comment ils jouent, ils réussissent à les ramener. Il y a cette espèce de comme... Ça, c'est tout lui. T'sais. Fait que d'avoir quelqu'un comme lui sur le plateau, ça devient un atout incroyable. T'sais. Puis je pense que ça, c'est quelque chose qui malheureusement peut se perdre des fois à travers des réals qui ont tellement dans leur assiette, que comme justement, il y a moins de temps, pas d'argent, là, tellement d'affaires à gérer que des fois, on peut perdre un peu l'espèce de tact. Je pense que c'est important de prendre le temps de l'avoir puis de calmer le jeu. T'sais. Et là, je pense que tout le monde en bénéficie au final. Mais c'est super que là, tu parles d'Éric Piccoli, puis il y a plusieurs réalisateurs et réalisatrices qui ont ce souci-là, cette bienveillance-là. Mais ce que j'entends dans ton propos, c'est si on n'a pas la chance d'avoir un coach sur le plateau, de se faire coacher peut-être avant 100%. une journée, Sans aucun doute. Sans aucun doute. Puis le fait de, tu sais, faut pas oublier que n'importe quelle forme de coaching, n'importe quelle forme de support, de répétition avant, ou peu importe, c'est un investissement. C'est pas une perte d'argent, là. Tout ça va te revenir. À chaque fois que tu travailles avec quelqu'un d'autre, à chaque fois que tu as la chance de t'asseoir avec un acteur que tu connais pas pour échanger des mots, tu gagnes quelque chose. C'est un échange où est-ce que tu vas donner puis tu vas recevoir. Puis c'est ça, jouer, c'est écouter, c'est répondre. Puis quand tu le fais avec le plus de gens possible, en général dans la vie, puis c'est pour ça que tu mérites parler avec tous les gens avec qui vous pouvez parler dans le monde, même si des fois la conversation peut être lourde, weird ou peu importe, parce qu'à chaque fois que vous avez la chance de parler avec quelqu'un, vous recevez quelque chose et vous donnez en échange. Puis c'est un apport, votre jeu, c'est l'humain. Aller vers l'autre, genre, vous savez, tu sais, c'est une nécessité, là. Oui. Qu'est-ce qui fait que tu perdures à travers les années? Dans le sens de, qu'est-ce que tu penses que les gens font? Quand on engage Anthony, on veut ça. Ah, c'est bon. Merci. Hey, bravo! Hey, une question, elle est venue comme ça. C'est bon, ça. On dirait que j'aurais le goût de vous poser la question, de te poser la question, toi qui me connais. Mais Mais nous, on t'a jamais engagé. je pense que c'est vrai, non, c'est vrai. Je pense que... Pas encore. Pas encore, ça s'en Pas vient. encore. Oh! Ding, ding, ding! On s'appelle! Oui, c'est ça. Même pas besoin, les papiers sont là. J'ai hâte de signer. C'est 5 ans. Mais Oui, c'est ça. non, Exclusivité. pour de vrai, je pense que... J'ose croire que j'ai une bonne éthique de travail, que j'arrive prêt, que je connais mes projets. À travers les 15 ans de ma carrière, lol, j'ai 26, tu sais. Mais à travers les 15 ans de ma C'est carrière, formidable. une des choses qui est ressortie souvent de mes rétrospectives de projet, c'est de réaliser que en tant qu'acteur, en tant qu'artiste sur un plateau où est-ce qu'on est entouré d'autres artistes et que tout le monde travaille ensemble, on a une responsabilité profonde au projet. Puis je pense que, pas juste en termes de l'argent qui est investi, des gens qui sont présents, de tout le monde donne son temps et son énergie, mais une responsabilité à l'histoire qui est racontée. Tu sais, c'est tellement dur de faire produire une histoire ici, puis partout dans le monde, que moi, je pense que je cherche à servir l'histoire, peu importe ce qui arrive. Puis je pense que donc je me fais prendre à ce jeu-là d'être complètement dévoué au projet. Je pense que c'est pour une de ces raisons-là, fait que mon éthique de travail qui m'amène à être vraiment complètement dans un projet à 100%. J'aurais tendance à dire donc cette éthique de travail-là, peut-être. Éthique de travail, ce sera le mot de la fin. Merci Anthony. Avant qu'on se laisse,
T'as-tu faire le goût d'une petite, petite plug? Anthony rit parce qu'on a parlé de ça avant de commencer l'émission avec lui. Puis là, ben, vous avez très hâte d'entendre c'est quoi la plug qu'il veut faire. Je suis acteur, whatever. Mais c'est même pas drôle comme gag. Ah, c'est tellement je fais absurde. des Il y a sons, juste nous trois que ça fait on niaisait, rire. on faisait des sons C'est tantôt, ça, puis là, c'est je montrais les absurde. sons que j'étais capable de faire, puis je disais que je pouvais venir à vos fêtes d'enfants. Mais c'est pas vrai, écrivez-moi pas, je pourrais pas venir à vos fêtes d'enfants, j'ai 3 sons que je peux faire, OK? Les 3 sons que je peux faire, c'est une goutte d'eau. C'est J'adore. mon crâne qui est vide en dedans. C'est là Puis que ça me le son que Pierre-Luc Funk m'a enseigné une fois entre 2 sushis, puis c'est Mario quand il prend son champignon. C'est tout. Hey, quoi, je t'ai dit? Bonne fin de journée. C'est cœur, C'est sûr que tu vas avoir des demandes pour des fêtes d'enfants, même si tu as dit non, hein? Ah. T'es tellement dans la merde. My God. Hey, avant qu'on se quitte, sérieux, je m'en voudrais de ne pas remercier Au Foyer qui nous prête les studios. Puis d'ailleurs, vous allez remarquer que selon les podcasts, on va se promener de studio en studio. C'est comme une façon pour nous de vous faire... Les podcasteurs visiter. nomades. C'est exactement. Ben, parce Wow. qu'un artiste, ça doit s'adapter. Hein? Fait que voilà, s'adapte. fait qu'on s'adapte. Fait que c'est une opportunité pour vous de voir les multiples studios qui sont ici, qui sont formidables. On les remercie d'ailleurs de bien nous accueillir. On remercie PJ au son. Que vous Salut, voyez pas, PJ. mais qui fait un petit piece. Merci, Mais- Myriam. Merci, Martin. C'était vraiment très le fun. Toi-même. Et ça sonne. Oh, il a Et ça sonne. Et c'est formidable. C'est fini! Hey, on peut pas être plus pile poil. Mais moi, je veux dire merci profondément, Anthony. Tu as été très pertinent. C'est gentil. Un Merci. bon invité. Merci. Merci beaucoup. Puis bonne fête d'enfants. J'ai très hâte d'aller à la fête de vos enfants. Voilà. Ben, tu vas pas venir à la mienne? Hein? Oui. On arrête ça là-dessus. Oui. Merci, Anthony. Bye. Bye. Plan Large, le podcast, était commandité par Plan Large, les ateliers de jeux devant la caméra.